started. Can you hear me okay? All right. What with the music till a moment ago, it feels like opening a concert or something. I'm tempted to say, hello, French studies, or something, but I won't. Here we are. On behalf of the Society for French Studies, I'm delighted to welcome everybody to the 65th annual conference. Whether you've come from a very long way away, which some of you have, or from round the corner, whether this is your first time at French Studies, as it is for some people, I think, or whether you've been coming for decades, as is the case with some of us. And thank you, first of all, to Sterling for inviting us here, to Nina in particular, and all her colleagues in French for inviting us onto this beautiful campus in this beautiful part of Scotland. I've got my checklist here just so that I don't forget anything vital. We're starting the conference properly now, and you'll have seen that we have a starry cast of plenaries, starting in a moment with Catriona, and then in the course of the conference we have Lydie Modileno and Richard Scholar and Kamel Daoud. And beyond the plenaries, you will have noticed that there are terrible choices to be made because you have about 9 panels in some cases and you'd like to be at all of them, and unfortunately you can't. So do your best with choices, but it won't always be very easy. We also have, I was just going to say a word, that's right, about the programme. So looking through the programme, I noticed that there were just a few recurring themes. We cover, I think, pretty much the spectrum, temporal and spatial, of the huge interdisciplinary area that French Studies covers. But there seem to be a few connecting themes. Ecology figures largely, gender and sex and all of those questions, queer theory and culture recur. The precarity of life recurs in quite a few in quite a few panels. All of these, I think, connected with the contemporary conjoncture, but there are no elections as far as I can see. So consider this a brief idyll away from all that noise. We also have a round table later on today, on a very timely round table on open access publishing. Thanks very much to the editor of French Studies, to Martin, for having organised that. That should be really interesting later on. And after that, there is a drinks reception over in another building where French resides and languages reside, and then back over here for a buffet dinner. On Tuesday night, tomorrow night, there is the traditional gala dinner, after which all the prizes will be presented, including the prize for the postgraduate poster. And don't forget to have a look at the postgraduate posters in advance. They're on display over the road there in the other building. And after that, after the prizes, we have a ceilidh. So it's dancing shoes on, and I was just going to give you a small word of warning on the ceilidh, because the only other time I think I came to a conference in Stirling, sometime in the 90s, I can't quite remember when, there was a ceilidh, and as I merrily danced the night away with a number of colleagues, I suddenly fell to the floor with the very strong feeling somebody had shot me in the leg. Some of you may recognise this. My Achilles tendon had ruptured. And I spent that summer in plaster. So I can only say dance, but dance cautiously. Beyond that, I just wanted to thank Kate, our conference officer, who you'll nearly all have come across now. Kate's going to say a few words in a moment, for her magnificent organisation, aided and abetted by Toby, the conference assistant, and by a number of people on the committee, on the executive committee, in their various roles. So thanks very much, Kate. The organisation so far looks magnificent. Thanks again to Nina. I wish you a very happy conference, and I'm going to hand over for some practical points, I think, to Kate now. No, I'm not. I'm going to first of all, that's why I had a checklist, I'm going to first of all hand over to Nina as the host of our conference this year.
Well, welcome. Goodness me, this has been a long time coming. It's a huge pleasure to see so many familiar faces and so many new faces as well. Welcome to Scotland. Welcome to Stirling. It's the first time that Stirling has hosted French studies. I think Stirling is more traditionally an ASMCF place, but it's time for those divisions to be over. So we really are, big supporters of both of these societies and associations. I'm going to do my thank yous first, otherwise I'm going to forget them. So thanks to Di, thanks to the whole French Studies exec. But it's Kate, above all, who we thank, because, what extraordinary organisation. Some of you will remember that I was conference officer a few years ago. We've got another former one, Dave Evans, in there. We know how much work goes into this. I also know how good you are at this. So, really extraordinary. Also, thanks all of you for making the trip. When we decided to have it here, I thought it was going to be a much smaller conference because it's a bit further to come, and that's really not the case. So I'm delighted. Make sure to make the most of our beautiful campus, and make sure to make the most of this beautiful weather because the rain is typically Scottish. So enjoy its charm. Last week on campus there were other celebrations, but for graduation. And so I listened to a lot of senior management giving speeches about Stirling and about how wonderful Stirling is. I'm not going to do that. You can read about it in the programme. It is a great university. But one thing that really struck me in a lot of these speeches, this university was set up in 1967, and it was this idea of a new university, in counterpoint to many of their ancient institutions. And there was something about this excitement of setting up a new university where I just thought, that would be great, wouldn't it, to set up a new university? We're not going to be able to do that again, and I'm resigning myself to that. But what I want to say and to acknowledge that at Stirling there is a lot of support for languages, and the Faculty of Arts and Humanities is the largest faculty in our university. So I think that says a lot about our institution. I also want to say something about the students that we teach here, because they're not not the typical modern languages students that you might assume. Many of our students live at home, they commute into campus, they work at the same time, and their semester abroad may be the first time that they go abroad. So there really is a sense of, the transformative potential of education. It really is something that we live and experience. I haven't experienced that before coming to Stirling, and it's a really very powerful feeling. It doesn't always work like that, but it can do. So in French here, we're absolutely committed to sustaining the health of our discipline and developing work in new and exciting areas of research and teaching. So we may not be setting up a new university, but we absolutely must work to change the narrative around perceptions about languages and language study in the UK. And that, I think, is something really exciting too, and I think that it's something that we're all committed to in the room, and it's just something that I want to finish on, that's at Stirling we're deeply committed to the importance and value of languages. So thank you, and have fun. Thanks, Nina. Just some housekeeping stuff. So all sessions will be between this lecture theatre and Stirling Court Hotel. So we'll be in here for the plenary sessions and the Publishers Roundtable later this afternoon, and we'll be in the hotel for all the parallel panel sessions. All the meals and coffee breaks will be in Stirling Court Hotel, where you've probably already been for registration and lunch. The only exception to that is this evening's drinks reception. That will take place in the Parthfoot building, which is the building as you enter the campus, so down the hill. But there's loads of signs on campus. And if I could perhaps ask Stirling colleagues to
sort of disperse themselves amongst the delegates and help shepherd people down the hill. If you have a car and you have parked in the Stirling Court Hotel car park, please register your car with the iPad in reception, otherwise you will get a ticket. Quickly on transport, if you're staying in the Travelodge in the city centre, you may have already availed yourself of the coach service between the Travelodge and campus. Just to say, the coaches will leave on time, so please be prompt. If you want to get a taxi at any stage, there is no Uber in Stirling. Just, so pre-booking taxis is probably a good idea. The hotel reception will be able to help you with that. And finally, as in previous years, the plenary lectures are being live streamed. So if you have a question after the address, please wait for one of us to find you with a microphone so that people at home can hear you. Thank you very much. Okay, on to business. Chers collègues, it's my great pleasure and privilege to introduce our first plenary speaker of our 2024 conference. Catriona Seth is Marshall Foch Professor of French Literature at the University of Oxford. She's a Fellow of the British Academy, l'Académie Royale de Belgique, and the Academia Europa. She also holds an honorary doctorate, honoris causa, from Queen's University Belfast for services to education. So far, so Wikipedia, you might say. But what the internet conveys less well is that Catriona is the preeminent scholar of 18th century French literature working in the field today, especially for that tumultuous and fascinating period of the so-called Tournant des Lumières, going approximately from 1780 to 1820. Among her many groundbreaking publications, I'll cite a few original and influential titles. A brilliant book on smallpox and the fight against it in 18th century France, Les Rois en mouraient aussi, 2008. Her foundational study of the French poet Évariste Parny, Créole, révolutionnaire, académicien, 2014. And most recently, the Lettres inédites of Marie Antoinette. We might hear a bit more about her later. I could also have mentioned her work on foundling children, women's memoirs, or the idea of Europe in the 18th century, and many, many more. In addition to these publications, Catriona is a skilled and prolific editor of both classic texts, such as her magnificent edition of Les Liaisons Dangereuses, and several works by Madame de Staël, but also of much lesser-known works in the late 18th century, reviving texts such as Justiniana Wynne's Les Morlacs, co-edited with Rotraud von Kulesza, a strange novel of Rousseauist shenanigans in the backwoods of Dalmatia. As if all this weren't enough, the last time I heard Catriona speak at the International Society for 18th Century Studies in Rome last year, it's this huge congress that happens every 4 years. It's really the Olympics of the Enlightenment. She gave a blisteringly brilliant paper about Franco-Scottish art history. As I once heard said of a sickeningly multi-talented colleague, she has so many strings to her bow, it looks more like a harp. In fact, you've also worked on harps, haven't you? No, okay. No. Okay, so one of these strings, just to sort of labor a tired metaphor here, that's usually less plucked in these gatherings, is that of PhD supervision. And I'd like to draw this introduction to a close by pointing out that I have it verbatim from Catriona's many doctoral students, just what an incisive, informed, and supportive supervisor she is. This is also true of her unstinting support of junior colleagues and more senior colleagues in the field and beyond. Bref, she is a model of collegial intellectual generosity. Enfin donc, on a aujourd'hui le grand privilège d'entendre Catriona parler d'un sujet dont, je peux dire avec certitude, elle est vraiment la spécialiste mondiale. Sa communication s'intitule, c'est derrière moi, La reine se meurt, la reine est morte. Catriona, je vous passe la parole. Merci,
Monsieur le Président. And before I actually get into the subject of my talk today, I'd like to add my thanks to the three women who've organised this conference, and I can see you from right to left. So Nina, Diana, and Kate, many thanks to you, and to everybody else behind the scenes who hasn't been named and who has done so much already. It's a particular pleasure for me to be back in Stirling for two reasons. One of which is that I'm not quite as old as the Society, but I came to Stirling before it was 10 years old, as a very small child, because my parents had friends in Bridge of Allen. And so we stayed in Bridge of Allen and were brought on a fungus hunt on the campus. And I can tell you it was of great excitement to a small child. The other thing I remember of that trip is that we were taken to the theatre to see a performance on campus. And the performance was The Little Matchstick Girl by Hans Christian Andersen, sort of turned into a play with some extremely memorable one-liners, which if you get me to drink enough later on, I might tell you more about. But suffice it to say that Stirling, in that respect, as a sort of within my personal DNA, is important. It's also an important university to me for professional reasons. And Nina was talking about the French department here. When I was a professor in France, it was often very hard to get colleagues in the UK to collaborate, particularly on joint doctorates, and we're talking of pre-Brexit times, because of the ways universities are set up. And Stirling was absolutely wonderful when one of my students wanted to work on Franco-British Gothic novels, and she was jointly supervised here when Dale Townsend was in Stirling, and finished a fantastic doctorate, and has gone into something completely different, but says all the skills I learned when preparing my doctorate are incredibly useful to me. And she's now a producer working in animation, the sort of position everybody dreams of having. So I think Stirling also was of great help to her, and I'm very grateful as a supervisor to have had such wonderful collaborations. Je vais donc maintenant passer à ma communication à proprement parler. Donc, quand on m'a demandé de parler aujourd'hui, j'ai essayé de répondre à l'un des thèmes du congrès, puisqu'on m'a dit un des thèmes du congrès, c'est la mort. Eh bien, tiens, je vais donc parler de la mort, pourquoi pas. Elle nous concerne tous. Et je me suis dit que regarder du côté de la mort de Marie-Antoinette, ce ne serait pas quelque chose de totalement inutile, en tout cas pour moi, puisque c'est un personnage sur lequel j'ai beaucoup travaillé et j'aime assez avoir ces entrées un peu inattendues vers des thèmes qu'on croit bien connaître, parce que ça révèle toujours des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Alors, malgré le travail de l'histoire, Marie-Antoinette n'a pas encore réussi, ou n'a pas complètement réussi, à se départir d'une image paradoxale. Comme de son vivant, elle reste adorée des uns, mais aussi détestée des autres, conspuée même. Et il reste des ouvrages prétendument objectifs. Je pense par exemple à des dictionnaires, des encyclopédies, hein, qui donnent sur Marie-Antoinette des visions qui sont très souvent des visions peu objectives, par exemple en la rendant responsable de la ruine de la France. Et je crois que l'exécution de Marie-Antoinette a grandement contribué à sa célébrité actuelle. Et donc aujourd'hui, avec vous, je voudrais réfléchir à la mort de Marie-Antoinette en procédant en 3 temps, peut-être que je devrais dire en 3 actes, puisqu'il y a, me semble-t-il, une forme de dramaturgie à l'œuvre. Je vais commencer en évoquant la chronique d'une mort annoncée. Je vais ensuite évoquer le passage du procès à l'exécution. Et je terminerai avec la vie posthume d'une reine défunte. Donc voilà le plan de mon intervention aujourd'hui. Alors, il me semble qu'il serait possible de remonter très haut dans les signes précurseurs de la fin violente de Marie-Antoinette, mais je voudrais commencer par ce qu'on appelle les journées d'octobre, octobre 1789, donc lorsque la famille royale est contrainte de s'établir à Paris. À l'époque, une foule de Parisiennes des classes laborieuses, accompagnée de quelques hommes, dont Stanislas-Marie Maillard, dit, le surnom montre quel type d'homme c'était, Tape-Dur, l'un des vainqueurs de la Bastille, donc marche sur Versailles, mu si ce n'est directement par la faim, du moins par la dureté des temps. Ils réclament alors du pain, mais aussi, je cite, les boyaux de la reine.
étrange doublé entre le minimum vital, le pain qu'il réclame, et une sorte de revanche symbolique. Le peuple serait affamé et aurait, pour se rassasier, besoin du sang de celle qu'on a accusée de rendre le pays exsangue. Réclamer ses boyaux, ses entrailles, son corps de mère ou de femme, c'est demander sa mort, mais aussi une mort, ou déjà une mort marquée au coin de la violence, notion qui, me semble-t-il, constitue l'un des fils rouges de cette investigation. À Versailles, donc, lorsque le peuple arrive, les paroles se doublent d'action. Au matin du 6 octobre, la foule réussit à passer les grilles du château et à envahir la demeure royale. Munis de piques, de sabres, de bâtons, ils décapitent 2 gardes et se ruent vers l'escalier de marbre où se trouvent les appartements du roi et de la reine. Alors, si nous en croyons saint Priest, je cite, « C'est surtout à cette dernière, donc la reine, que ces scélérats en voulaient. Ils commencèrent par assassiner le garde du corps en sentinelle au-dedans de la première salle des gardes qu'ils forcèrent. Cependant, la petite résistance qui se fit donna le temps au valet de pied de sa majesté de barricader en dedans la porte de son antichambre qui ne put être enfoncée, ce qui lui sauva la vie. » Alors, une légende tenace dit que la porte de la chambre de la reine aurait été lardée de coups de poignard, et un voyageur anglais, Sir John Carr, dit en avoir vu les traces en 1802. On raconte encore qu'après le départ de la famille royale, le lit de la reine aurait été profané par dépit, à coups d'épée, par ceux qui avaient espéré s'en prendre à elle. Le comte d'Ezek ajoute que c'est faux, mais que l'histoire soit vraie ou qu'elle soit inexacte importe peu. Elle montre la violence, une violence sexualisée, dirigée spécifiquement contre Marie-Antoinette. On en veut au corps de la reine. Les coups d'épée sur la porte de sa chambre, puis sa literie, traduisent une mise à mort voulue, mais aussi et surtout un fantasme de pénétration. Marie-Antoinette est un corps à la fois désirable et honni. Et je souligne au passage que plus tard, lorsque les Tuileries seront envahies en 1792, ce portrait inachevé de Kucharski sera lardé à coups de baïonnette, là encore comme s'il s'agissait de violenter la victime. Cette violation rêvée, un crime de lèse-majesté bien entendu au terme de la législation d'Ancien Régime, s'accompagne d'une déshumanisation de la reine dans les textes et dans les images. C'est véritablement une femme à abattre. Et l'écrivain irlandais Edmund Burke, pressentant les dérives possibles du mouvement démocratique qui agite la France, prend en 1790 appui sur la figure de Marie-Antoinette pour envisager la fin d'un monde. Alors je ne citerai pas tout l'extrait qui est long, il est célèbre à juste titre, je vais en isoler deux passages, celui qui évoque la femme réelle vue à la cour et celui qui se projette dans l'avenir avec une acuité terrifiante. It is now 16 or 17 years since I saw the Queen of France, then the Dauphiness, at Versailles, and surely never lighted on this orb which she hardly seemed to touch, a more delightful vision. I saw her just above the horizon, decorating and cheering the elevated sphere she just began to move in, glittering like the morning star, full of life and splendor and joy. Oh, what a revolution, and what an heart must I have to contemplate without emotion that elevation and that fall. Burke dit avoir toujours cru qu'il y aurait eu, il s'est attendre à avoir vu 10 000 chevaliers servants pour tirer leur épée du fourreau et venger Marie-Antoinette du moindre regard déplacé. Or, dit-il, l'âge de la galanterie a pris fin, celle des sophistes, des économistes et des calculateurs lui a succédé. On this scheme of things, a king is but a man, a queen is but a woman is but an animal, and an animal not of the highest order. All homage paid to the sex in general as such, and without distinct views, is to be regarded as romance and folly. Regicide and parricide and sacrilege are but fictions of superstition, corrupting jurisprudence by destroying its simplicity. The murder of a king, or a queen, or a bishop, or a father are only common homicide, and if the people are by any chance or in any way gainers by it, a sort of homicide much the most pardonable, and into which we ought not to make too severe a scrutiny. La citation est frappante et on ne peut manquer de relever le passage de la reine à la femme et de la femme à l'animal. Les adversaires de Marie-Antoinette ont tôt fait de la croquer sous les traits d'une bête féroce. Le personnage déshumanisé,
accusée de relations sexuelles avec tout un éventail de personnages, dont ses beaux-frères ou même un épagnol, est montrée comme entendant faire cocu le roi et par extension la France. Elle est représentée ainsi comme l'ennemi de la nation et Chantal Thomas, entre autres, a bien mis cela en évidence lorsqu'elle a étudié les pamphlets qui font de Marie-Antoinette la reine scélérate. Sous la Révolution, donc lorsque la famille royale a été ramenée à Paris, à l'Assemblée nationale, on débat bien entendu du sort à réserver au couple royal. Et Mirabeau va demander l'inviolabilité du roi, mais pas du tout de la reine. Liechtenstein, comme Vergniaud, va réclamer la tête de Marie-Antoinette. Et celle-ci est visée par des démonstrations populaires, exécutée en effigie en 1790 sous forme d'une figurine de chiffon ou encore sous forme d'une tête de carton peinte en rouge. Elle est promenée au bout d'une pique, représentée par une poupée salie se balançant au bout d'un gibet, avec une petite pancarte « Marie-Antoinette à la lanterne ». Lorsque paraît en 1792 Tête à prix, suivi de la liste de toutes les personnes avec lesquelles la reine a eu des liaisons de débauche, de l'imprimerie de Pierre Sampeur, les têtes de Marie-Antoinette décrites comme mauvaise fille, mauvaise épouse, mauvaise mère, mauvaise reine, et du roi n'ont pas de prix. Et on pense alors que la reine pourrait faire l'objet d'un procès avant le roi. Les pamphlets contre la reine atteignent une violence loin d'être atteinte par ceux qui s'en prennent au roi. Au lendemain de la tentation d'évasion des Tuileries qui s'est soldée par l'arrestation à Varennes, l'orateur du peuple distingue ainsi entre les châtiments à réserver au couple royal. Louis XVI doit perdre la tête sur un échafaud et la reine doit, comme Brunehaut, être traînée dans les rues de Paris à la queue d'un cheval entier. On le voit, à lui une exécution censée réduire la souffrance et correspondant à une peine de mort juridiquement prononcée. À elle, rapprochée des reines scélérates du passé, la sauvagerie qui mutile le corps et des douleurs atroces. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est exécuté à l'issue d'un procès qui a permis d'entendre ses avocats et de laisser les représentants de l'ordre nouveau décider du sort du représentant, je dirais même de l'incarnation de l'Ancien Régime. Sa veuve reste au Temple avec ses enfants et Madame Élisabeth. Elle sera séparée de son fils, auquel elle rend les droits d'un roi de France. On est donc là, je dirais, dans l'antichambre, en quelque sorte, du procès de Marie-Antoinette, un procès qui, on le verra, sera impossible à emporter. Alors, certains pensaient que celle qu'on appelait désormais la veuve Capet serait mise en procès tout de suite après son époux, et des voix réclament son jugement. Un réquisitoire violent intitulé « J'attends le procès de Marie-Antoinette », mise au cachot pour tous ces crimes de lèse-nation au premier chef, qui est peut-être de 92 ou de 93, on ne sait pas, conclut sur ces mots, donc censément prononcés par la guillotine « Je t'attends enfin pour avoir fait massacrer dans ton propre asile les citoyens, et comme tant de forfaits ne peuvent rester impunis, il est temps que ma mécanique termine ton ambition. Mais avant, demande pardon à Dieu, à la loi et à la nation, et viens à la machine qu'on nomme guillotine. » Il y a d'autres pamphlets encore dans lesquels la guillotine personnifiée, espèce de Moloch vengeur, réclame sa proie. Le rasoir national ferait justice pour le citoyen. Et ici, on le voit, Marie-Antoinette paraît être accusée d'avoir fait tirer sur la foule aux Tuileries, accusation bien entendu entièrement mensongère. En tout cas qui est intenable. Mais elle montre la manière dont Marie-Antoinette, pendant toute cette période, est désignée comme la coupable par excellence de tout ce qui va mal. En 1793, le régime a pourtant des préoccupations sérieuses. Des tensions surgissent entre les différents groupes qui composent la majorité. La position des puissances étrangères inquiète. Et lorsque la possibilité de renvoyer Marie-Antoinette en Autriche en échange de prisonniers est évoquée, c'est ce que prévoyaient les dispositions de son contrat matrimonial avec Louis XVI. Si elle était veuve, elle pouvait repartir en Autriche. Eh bien, Hébert, alors l'un des membres les plus radicaux de la Commune de Paris, réagit avec incrédulité et violence. Nous sommes en août 1793. « J'ai promis la tête d'Antoinette. J'irai la couper moi-même si on tarde à me la donner. Je l'ai promise de votre part aux sans-culottes qui la demandent et sans qui vous cessez d'être. » Et je crois que c'est cette intervention qui va participer à mettre en marche la mécanique avec pour première étape le transfert de la prisonnière qui va quitter le Temple et se retrouver à la conciergerie. Et alors,
Pendant ces mois où on s'agite pour savoir s'il faut ou non faire un procès à Marie-Antoinette, l'une des rares voix à s'élever contre l'idée de mettre en procès la reine, c'est Germaine de Staël. Elle réussit à prendre la distance que lui permettent à la fois ses déplacements géographiques et sa place dans le monde. Et même si elle n'a jamais aimé Marie-Antoinette, elle voit en l'acharnement contre la femme du feu roi une volonté de s'attaquer aux femmes en général. Et donc voici un extrait de ses réflexions. Dites, vous qui l'accusez, dites quel est le sang, quels sont les pleurs qu'elle a jamais fait couler. Dans ces anciennes prisons que vous avez ouvertes, avez-vous trouvé une seule victime qui accusa Marie-Antoinette de son sort ? Aucune reine, pendant le temps de sa toute-puissance, ne s'est vue calomnier aussi publiquement. Et plus on était certain qu'elle ne voulait point punir, plus on multipliait les offenses. Je vois qu'elle fut l'objet de très son nombre d'ingratitudes, de milliers de libelles, de procès révoltants, et je cherche en vain la trace d'une action vengeresse. Il est donc vrai qu'elle n'a causé le malheur de personne, celle qui souffre ces tourments inouïs. Alors, Marie-Antoinette, avec son amour pour ses enfants, cette âme qui ne sait point se courber, comme l'écrit Germaine de Staël plus loin, serait un exemple de vertu romaine dont les républicains devraient s'inspirer. Rien n'y fait, bien entendu, la veuve Capet est dûment transférée à la conciergerie en attente d'un procès, mais elle n'est pas immédiatement mise en danger en dépit de l'agitation des plus extrêmes parmi ses ennemis. Un court pamphlet, publié pendant qu'elle est prisonnière, traduit la persistance du désir de certains de s'en prendre au corps de la reine. Il ne s'agit toujours, pas simplement de la mettre à mort, mais encore bien de la faire souffrir le plus possible. C'est un pamphlet qui est rédigé dans le style poissard, qui feint d'imiter le parler populaire des femmes de la Halle. Et il s'appelle « Grande motion des citoyennes de divers marchés, nouveau genre de supplice à mort destiné à la ci-devant reine pour punition des noirceurs, crimes et forfaits qu'elle a commis envers la nation ». Et ce pamphlet s'attaque directement à celle qui est désignée comme, je cite, la sacrée garce de reine, la sacrée guenon d'Autriche ou la sacrée monstre, qui a voulu tant boire le sang de nos hommes. Ces visions animalisées s'accompagnent d'accusations de détournement de fonds et de trahison de la France au profit de l'Empire. Manon Larousse, un personnage fictif de femme du peuple, propose une fin épouvantable pour Marie-Antoinette. Oui, je dis moi que, puisqu'on a tenaillé Damien pour avoir assassiné Louis XV, dont on lui a collé du plomb fondu partout le corps, et qu'on l'a déchiré à 4 chevaux, je voudrais qu'on en fait autant à cette gueuse-là, et même pis, et qu'on la mette à la guillotine par les pieds, puis par les jambes, et puis tout le reste, et puis la tête, à cette fin qu'elle souffre davantage, puisqu'elle a voulu faire assassiner toute la nation, et je fais ma motion pour qu'on la guillotine comme ça. Tout se passe comme si le peuple, représenté par cette voix de Parisienne, avait des raisons de condamner la reine en se substituant à un jury supposément objectif. Alors, il y a des raisons politiques immédiates au procès de Marie-Antoinette, procès qui ne peut avoir d'autre issue que la mort, bien entendu. Le régime nouveau, à ce moment-là, paraît s'essouffler, les divisions se multiplient, le procès des Girondins se profile à l'horizon, les tensions s'accroissent aux frontières, et l'exécution de celle qui reste le symbole de la France, d'une France d'avant, plus encore que le dauphin, pourtant investi aux yeux des légitimistes de l'héritage sacré, va constituer une manière de fédérer les sans-culottes. Il n'empêche que le procès et l'exécution reconnaissent par une étonnante inversion une sorte de sacralité de naissance ou de rang à celle qu'il s'agit d'abattre. Les archives parlementaires mettent en évidence à la fois cette exceptionnalité de Marie-Antoinette aux yeux de ses adversaires les plus acharnés et leur instrumentalisation du procès. Le 3 octobre 1793, Billaud-Varenne s'adresse ainsi à la Convention. La Convention vient de donner un grand exemple au traître. Il lui reste un décret solennel à rendre. La femme Capet n'est pas punie. Il est temps que la Convention fasse appesantir le glaive de la loi sur cette tête coupable. Déjà la malveillance, abusant de votre silence, fait courir le bruit que Marie-Antoinette, jugée secrètement par le tribunal révolutionnaire et innocentée, a été reconduite au Temple, comme s'il était possible qu'une femme, couverte du sang du peuple français, pût être blanchie par un tribunal populaire, un tribunal révolutionnaire. Je demande que la Convention décrète expressément que le tribunal révolutionnaire s'occupera immédiatement du procès et du jugement de la femme Capet. Et vous voyez ce que rajoutent les archives parlementaires. Cette proposition, vivement applaudie, est décrétée à l'unanimité. Alors, si cette motion du 3 octobre ne suscite aucune opposition, il s'agit toujours de proposer ou de concevoir un procès, au moins en apparence, dans les règles. Le Père Duchesne, donc journal
révolutionnaires s'énervent à cette nouvelle. Je cite, « L'on cherche midi à 14h pour juger la tigresse d'Autriche et l'on demande des pièces pour la condamner, tandis que si l'on rendait justice, elle devrait être hachée comme chair à pâté. » Il ne s'agit donc pas de rendre justice à une accusée ordinaire, mais bien de se venger de quelqu'un dont on pense qu'elle a fait énormément de mal. Et comme vous le voyez, quand on parle de la reine, il y a cette violence extraordinaire qui continue. Hein, j'ai évoqué certains des différents pamphlets. Et ce que dit le père Duchesne ici, ce que disent beaucoup d'appels à la mise à mort de Marie-Antoinette, c'est bien entendu que si procès il y a, forcément ce procès aboutira à la mise à mort de l'accusé. Et c'est ce qui arrive, bien entendu. Je n'évoquerai pas ici le déroulement du procès et les moments de grandeur comme de faiblesse de l'accusé. Mais je vous rappelle simplement le verdict du 16 octobre 1793. Le tribunal, d'après la déclaration unanime du jury, faisant droit sur le réquisitoire de l'accusateur public d'après les lois par lui citées, condamne la dite Marie-Antoinette, dite Lorraine d'Autriche, veuve de Louis Capet, à la peine de mort. L'un des jurés, Trinchard, se réjouit de son rôle dans une lettre à son frère, je cite, « Je t'apprends, mon frère, que j'ai été un des jurés qui ont jugé la bête féroce qui a dévoré une grande partie de la République, celle que l'on qualifiait ci-devant de reine. » Et d'autres se réjouissent, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Une personne qui avait prédit avec beaucoup d'exactitude les réactions contemporaines et futures à une possible mise à mort de la souveraine après l'exécution du roi, c'est toujours Germaine de Staël dans ses réflexions. Il me semble, il est vrai, qu'il y aurait dans le supplice de cette malheureuse princesse quelque chose de plus révoltant encore pour les âmes généreuses. Étrangères, femmes, on violerait en elles et les lois de l'hospitalité et celles de la nature. La condamnation de la reine serait donc un crime inutile et par cela même plus avilissant. On y verrait ou le besoin de la férocité ou la terreur panique du remords. Et j'ai simplement voulu matérialiser avec la gravure le fait que pour l'Ancien Régime, la femme du roi n'a pas de rôle politique. Elle n'est pas sacrée, c'est le sacre de Louis XVI. Et vous voyez que Marie-Antoinette fait partie des spectateurs sur une tribune qui est bien loin du centre où tout se passe entre hommes. Dans les faits, à Lausanne ou à Londres, l'exécution de Marie-Antoinette, comme le prédisait Germaine de Staël, est considérée comme un acte gratuit de violence. Et si je prends l'exemple de Benjamin Constant, qui attend l'issue du procès, il écrit le 12 octobre à Isabelle de Charrière en disant, je cite, « Tremblez que les papiers ne nous mentent bientôt la consommation d'un crime, le plus affreux concevable, parce que le plus inutile. » Et le procès de Marie-Antoinette est bien différent de celui de son mari, qui a eu lieu 9 mois plus tôt. Et ce n'est pas simplement le procès, mais c'est aussi le traitement qu'on va réserver à la reine après l'avoir condamnée à mort. Et par exemple, elle va être conduite à la guillotine dans une charrette, alors que Louis XVI avait un carrosse ouvert. Elle va à l'envers et pas dans le sens de la marche, avec les mains attachées dans le dos pour qu'on puisse la huer. Alors, Marie-Antoinette va donc être menée à l'échafaud pour être exécutée quelques heures après l'annonce de sa condamnation et après une nuit blanche. Et on lui prête des ultima verba qui ont fait couler beaucoup d'encre. Elle aurait trébuché en montant à l'échafaud. Alors évidemment, si elle avait les mains liées dans le dos, ce n'est pas très étonnant. Elle porte aussi des chaussures avec un petit talon bobine. Et il y a certes de quoi vaciller, voire, comme on l'a parfois dit, de marcher sur le pied de Samson le bourreau. Et les paroles rapportées, données avec quelques variantes, sont les suivantes, donc adressées au bourreau. « Je vous demande pardon, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès. » Alors, sont-elles authentiques? Je ne sais pas. Est-ce que, si elles sont authentiques, se réfèrent-elles simplement au fait que Marie-Antoinette aurait marché sur le pied du bourreau, ou renvoient-elles à une demande de pardon plus large? Qui pourra le dire? En tout cas,
Au musée des Beaux-Arts de Caen, une chaussure de cuir fauve, dont la couleur d'origine est peut-être passée, gancée de verre et ornée d'un ruban plissé blanc, est présentée comme la chaussure portée par Marie-Antoinette, je cite, le jour néfaste où elle monta à l'échafaud. Ramassée par un individu inconnu, la chaussure aurait été vendue immédiatement au comte de Guernon-Ranville, un noble qui aurait implicitement affirmé sa loyauté à la couronne en rachetant ce reste de la reine déchue pour le mettre à l'abri. Le soulier préservé est associé au dernier moment de Marie-Antoinette et nous n'avons que la moitié d'une paire, comme un témoignage en creux du manque. Il s'agit, vous le voyez, d'une chaussure luxueuse et guère pratique. Elle confirme l'association de la reine de son vivant et au-delà avec l'élégance et rappelle les descriptions par Burke et d'autres de sa démarche aérienne. Et comme l'a souligné l'ancien conservateur de Caen, Alain Tapier, qui a organisé autour de ce soulier une exposition, il y a dans cette histoire des échos du conte de Charles Perrault, Cendrillon, dans lequel la mal-aimée de la famille perd sa pantoufle de verre, puisque le pied délicat, vous vous souvenez, dans le conte, qui peut se glisser dans le chausson, permet d'identifier la belle dont s'était pris le prince. En partant d'un soulier, on imagine donc la personne dans toute sa beauté, à une époque où le pied est fortement érotisé. Donc on fait surgir une créature de rêve, mais on essentialise aussi la femme en retenant des moments de faiblesse et en la réduisant à un corps. Et avec Marie-Antoinette, évidemment, le conte de fées dont l'héroïne et le prince vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants prend une teinte sombre. La cruauté de l'histoire paraît bien éloignée du happy end traditionnel des contes de fées. Et à Caen, vous le voyez, il y a une petite inscription dans la chaussure qui vient identifier et authentifier l'objet, qui illustre, me semble-t-il, l'importance de la lecture a posteriori en tentant de confirmer ce qui ne peut être démontré. Et donc cette idée d'une vie au-delà donc va être l'objet de ma dernière partie sur la vie posthume d'une reine défunte. Alors, dans Le Père Duchesne, vous vous en doutez, Hébert exulte. Sa feuille porte le titre « La plus grande de toutes les joies du Père Duchesne », après avoir vu de ses propres yeux la tête de Véto femelle séparée de son foutu col de grue. Toute la feuille continue avec le même ton ordurier pour conclure. Sa tête maudite fut enfin séparée de son col de grue et l'air retentissait de cris de « Vive la République, foutre !» Tout aurait pu et dû s'arrêter là. Pourtant, ce ne fut pas le cas. Lorsque le corps sans vie de Marie-Antoinette a été emmené dans une charrette, elle n'a pas eu, à la différence de son défunt mari, droit à la messe, même la plus sommaire. Son cadavre a été emmené au cimetière de la Madeleine, où une certaine Marie Groholtz, spécialiste de sculpture en cire, a pu lever son masque mortuaire après avoir, quelques mois plus tôt, pris un moulage, entre autres, de celui de la princesse de Lamballe. Les fossoyeurs étant partis déjeuner, corps et tête sont sans surveillance, et les commanditaires révolutionnaires qui entendaient peut-être exhiber le moulage de la tête avec d'autres, avatars des visages de criminels que le tout Paris se pressait d'aller voir au salon du Sieur Curtius, eh bien, les commanditaires révolutionnaires ont laissé cette tête de cire chez l'artiste. Mais le moulage de tête ne disparaît pas, puisque quelques décennies plus tard, et de l'autre côté de la Manche, l'artiste plus connu sous son nom de femme fait de cette tête l'un des clous de son exposition, c'est Madame Tussaud, puisque vous vous en souvenez, c'est elle qui a exhibé la tête et elle a accumulé une série macabre de têtes de la période révolutionnaire. Et vous voyez ici la manière dont cette tête était exhibée lorsque je l'ai vue enfant, au bout d'une pique, ce qui est évidemment historiquement totalement aberrant, mais qui vient encore rajouter à cette idée de fantasme qui se superpose et rappeler peut-être le sort de la princesse de Lamballe, elle qui a été vraiment déchiquetée d'une manière extrêmement sexualisée, dont la tête a été promenée au bout d'une pique. Et vous savez peut-être aussi que la lame qui a tranché la tête de Marie-Antoinette figure aussi dans les collections. Alors, comme
comme les gravures montrant la reine en princesse idéalisée puis en créature d'épouvante, des représentations de son exécution circulent. Alors elles ont dû plaire aux adversaires comme aux partisans de la reine. De même, sont composés des poèmes et ballades. Voilà des exemples de ballades de Michel-Louis Ladré, d'auteur de paroles, alors de quelque chose que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, le « Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne », c'est Ladré qui l'a écrit. Eh bien, il a écrit des ballades sur la mort de Marie-Antoinette. Il écrivait des paroles sur des airs connus pour que les gens puissent les citer. Donc vous avez là l'orgueil de Marie-Antoinette confondu par la guillotine, et ici la mort de Marie-Antoinette, ci-devant reine de France, condamnée et exécutée à mort le 16 octobre 1793. Quant aux partisans des royalistes, ils ont fait circuler des médailles rappelant l'événement. L'avantage des médailles, c'est les jacobites ont fait la même chose en Écosse. Ce sont des choses petites qu'on peut glisser dans une poche, donc on peut dissimuler. Et une médaille comme celle-là, Altera Venit Victima, a son inscription en latin et elle vient dire que la guillotine a réclamé encore une victime. Alors il y a une vision de Marie-Antoinette en martyr, souvent conjointement avec Louis XVI. Et vous avez ici un exemple de profil caché. Il y a eu des gravures, il y a eu des tas d'objets, de vaisselle, des vases, des plats, etc. Si vous regardez bien, l'urne et le saule dessinent des profils, les profils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Donc Marie-Antoinette, je le disais, est vue à l'occasion comme une martyre chrétienne. Il en va ainsi, par exemple, de la statue de Cortot à la chapelle expiatoire, où elle est soutenue par la religion, ou encore, plus clairement, d'un tableau maintenant disparu d'Élisabeth Vigée-Lebrun, où la reine monte au ciel tenant une palme de martyr. Mais je voudrais regarder, avant de terminer, les moments où la vision posthume des deux époux diverge. Alors l'exécution de Louis XVI est politique, c'est une manière métaphorique d'enterrer la royauté, et donc l'un des actes fondateurs d'un ordre nouveau. Le sang du roi doit donner une légitimité à la jeune République. Les réactions face à l'exécution de la reine, vues comme un crime gratuit plutôt que comme un règlement de compte politique, avaient été prédites toujours par Germaine de Staël. Et c'est une citation qui me paraît absolument formidable, surtout la fin. Vous gouvernez par la mort, la force qui manque à la nature de votre gouvernement, vous la retrouvez dans la terreur, et là où il existait un trône, vous avez élevé un échafaud. Ce qui fit la force des premiers principes de la Révolution, c'est qu'il semblait le retour aux idées naturelles, quel plus terrible renversement des sentiments innés dans le cœur de l'homme que l'ostentation de la cruauté, que cette éloquence qui ne cède que de la menace, que ces serments qui ne promettant que la mort dans la sorte d'ivresse où plonge une révolution. On oublie jusqu'à sa propre nature. Ah, je veux vous parler selon vos désirs, arbitre de la vie de la reine. Je veux vous implorer, soyez juste, soyez généreux envers Marie-Antoinette. Soyez jaloux de sa gloire. En l'immolant, vous la consacrez à jamais. Vos ennemis vous ont fait plus de mal par leur mort que par leur vie. Eh bien, malheureusement, les révolutionnaires n'ont pas médité sur ces dernières phrases. La feuille de salut public, en novembre 1793, annonçait aux femmes un grand exemple, à savoir l'exécution de 3 femmes, Marie-Antoinette, Olympe de Gouges et Manon Roland. Chacune est discréditée par le journal. De la reine, traitée d'épouse débauchée, le journaliste prédit, je cite, « Son nom sera jamais en horreur à la postérité ». Je crois qu'on peut dire qu'il s'est trompé sur ce point. La France a changé plusieurs fois de régime après 1789. Dans 3 cas, des épouses ont survécu au souverain qui régnait sur la France. Outre Marie-Antoinette, la veuve Capet, depuis l'exécution de Louis XVI le 21 janvier 1793 jusqu'à sa propre montée à l'échafaud le 16 octobre de la même année, il y a 2 impératrices, l'une la propre nièce de Marie-Antoinette, l'archiduchesse Marie-Louise, qui n'a pas été inquiétée après la chute de Napoléon et son exil, moins d'un quart de siècle, il faut le dire, après l'exécution de Marie-Antoinette, bien au contraire. De même pour l'impératrice Eugénie, qui a vécu tranquillement en Angleterre après le renversement de l'Empire en 1870 et la mort de son époux en 1873. Elles sont toutes deux plus ou moins oubliées par l'histoire. Et l'importance de Marie-Antoinette est le résultat en grande partie de sa mort et des valeurs différentes de l'exécution du roi et de la reine.
Alors, revenons au 16 octobre 1793, donc après le passage de Marie Grols, future Madame Tussaud, au cimetière de la Madeleine, le corps de Marie-Antoinette a été mis en terre, non loin de son mari, et pour les frais d'enterrement, les fossoyeurs ont perçu 21 livres et 35 sous. Un quart de siècle plus tard, se déroule l'un des épisodes les plus étonnants de l'histoire posthume de Marie-Antoinette. Ayant récupéré son trône après la déroute de Napoléon, Louis XVIII était soucieux de réaffirmer sa légitimité en rappelant le souvenir de son prédécesseur et frère Louis XVI. Et l'un de ses gestes forts fut de faire rechercher le cadavre du roi pour le faire réenterrer dans la nécropole royale à Saint-Denis. Et il associait dans ses honneurs posthumes prévus sa belle-sœur Marie-Antoinette, qu'il avait pourtant bien malmenée de son vivant. Et mercredi 18 janvier 1815, un jour où il gelait à pierre fendre au lever du jour, le chancelier Charles-Henri d'Ambray, président de la Chambre des Pairs, l'évêque de Nancy, le chirurgien de Sa Majesté Philippe d'Ustel et un groupe d'ouvriers vont se retrouver dans un jardin au nord-ouest de Paris, qui est le site de l'ancien cimetière de la Madeleine, racheté par un partisan des royalistes qui l'a transformé en jardin. Parmi ceux qui avaient été inhumés pendant la Révolution, on pouvait dénombrer Charlotte Corday, Olympe de Gouges, Jeanne du Barry, Jacques-René Hébert, l'adversaire virulent de Marie-Antoinette dans son père Duchesne, mais aussi les défunts rois et reines de France. Et en octobre 1793, si la reine et le roi avaient été inhumés là-bas, il en va de même quelques mois plus tard de leur belle-sœur. Et la réunion en 1815 donc, de ces officiels du régime et des ouvriers avait pour but de retrouver les tombeaux, de déterrer les restes et de les réenterrer. Et il y avait à ce moment-là péril en la demeure parce qu'on était le 18 janvier et le 21, c'est l'anniversaire de la mort de Louis XVI et c'est la date qui avait été choisie par Louis XVIII pour la cérémonie en honneur des restes sacrés des morts guillotinés. Alors, en 1793, plus d'égards avaient été pris avec le cadavre du roi qu'avec celui de la reine, mais les détails quant à l'inhumation de la reine étaient plus connus. D'abord, c'était un petit peu plus récent, et surtout, un des fossoyeurs qui avait été présent au moment de l'inhumation de la reine était là en 1815 pour déterrer le cadavre avec les autres. Donc on a procédé de manière extrêmement méthodique en disant voilà c'est dans ce coin du jardin, on a creusé une fosse et très vite en creusant, une couche de chaux vive a été mise à jour. Enlevée avec toutes les précautions, elle révéla la forme d'un cercueil de bois en grande partie détruit, la dissolution du bois par la chaux vive ayant opéré, et à ce moment-là, on voit des restes. Et le prince de Poix, fils d'une dame d'honneur de la reine, s'évanouit face à cette découverte macabre. Alors, quelqu'un qui était là, dont vous avez tous entendu parler, c'est Chateaubriand. Et que dit Chateaubriand ? Je reconnus la tête de la reine par le sourire que cette tête m'avait adressé à Versailles. Et Chateaubriand revient sur le sourire inoubliable de la reine et sa grâce extraordinaire, un visage reconnaissable près d'un quart de siècle après sa mise en terre. Dans le récit de Chateaubriand, le macabre est érotisé et Marie-Antoinette ressemble à s'y méprendre aux héroïnes des romans gothiques que s'acharnaient les lecteurs du temps. Le sourire irréel se superpose sur la mâchoire en décomposition, comme dans les fantasmagories, ces spectacles dont se régalait le public européen depuis les dernières décennies du XVIIIe siècle. Chateaubriand revient sur la scène un an plus tard, lors d'un discours à la Chambre des Pairs, je cite « J'ai vu le squelette de Marie-Antoinette, intact à l'abri d'une espèce de voûte qui s'était formée au-dessus d'elle, comme par miracle. La tête seule était déplacée, et dans la forme de cette tête, on pouvait encore reconnaître, ô Providence, les traits où respirait avec la grâce d'une femme toute la majesté d'une reine. Voilà ce que j'ai vu, messieurs, voilà les souvenirs pour lesquels nous n'aurons jamais assez de larmes. » Un autre homme présent à l'exhumation, Louis-Edme Barbier, qui n'avait jamais vu que des portraits de Marie-Antoinette, affirme avoir reconnu son front haut et son élégance dans le cadavre. Et il y a un érotisme pervers dans ces comptes rendus où la mémoire d'une femme désirable coexiste avec un corps en décomposition, comme un fantasme de nécrophilie. La présence visuelle de Marie-Antoinette domine la scène, vision de femme et adossement à la fois. Et on retrouve aussi sur le site des restes textiles que l'on suppose être les jarretières élastiques de la reine qu'elle aurait elle-même
cousus, reliques textiles donc qui ont touché l'intimité de son corps. Alors trouver le corps du roi a été une toute autre affaire, rien n'a été localisé le premier jour. Au cours du second, on trouve un tas d'ossements d'un guillotiné, et on désigne ce tas d'ossements d'un guillotiné comme ce qui reste du cadavre de Louis XVI pour pouvoir mener à bien la cérémonie funèbre à Saint-Denis. Vous noterez qu'il n'y a rien dans les rapports sur le cadavre déterré de Louis XVI qui puisse être comparé au sourire de la reine ou à ses bouts de jarretière. Il ne fait pas fantasmer. Alors, il est parfois dit que le corps réenterré sous le nom de Louis XVI à Saint-Denis n'est pas celui du roi. Qui sait ? En tout cas, tout le monde convient que Marie-Antoinette gît bien sous le marbre de la basilique. Et une ironie de l'histoire fait donc que celle dont la légitimité a si souvent été contestée a prêté à la monarchie, parce que les documents appellent ces restes précieux, une forme de légitimité politique. Alors de son vivant, nous l'avons dit, le corps de Marie-Antoinette a été violenté par des textes et des caricatures. Son nom fait surgir l'image d'une beauté inatteignable, conjuguée avec une lubricité excessive. Même la statue qui l'honore à Saint-Denis, d'ailleurs, vous la connaissez peut-être, fait d'elle une femme à la mode, habillée de manière improbable en tenue 1800, avec ses seins mis en avant, alors que le roi, à ses côtés, est bien représenté en monarque, avec tous les insignes du trône. C'est, je crois, que la raison n'a jamais eu son mot à dire dans l'appréciation de Marie-Antoinette. On l'a adorée comme on adore les princesses jeunes et jolies, par un reste d'enfance qui demeure toujours en nous. On s'est méfié d'elle comme la représentante de l'étranger, qui nous fait peur autant qu'il nous fascine. On l'a détestée comme le symbole de tout ce que nous haïssons, un luxe obscène face à la misère galopante, une inconscience face aux souffrances des autres. Et c'est aussi pour cela que les réactions face à elle sont marquées au coin de l'émotion. On continue de l'aimer ou de la détester, de l'admirer ou de la redouter. Elle a été vue comme fantôme à Trianon par deux Anglaises très sérieuses, alors que le spectre de Louis XVI ne paraît pas hanter Versailles. Sa vie posthume est plus riche que celle de Louis XVI, qui n'a jamais su accrocher autre chose que l'amour rituel du peuple pour un roi bon par définition. Et vous avez là quelques exemples de produits dérivés de la Marie-Antoinettomania actuelle. C'est l'inverse, l'inverse se passe pour Marie-Antoinette. Et c'est paradoxal, Marie-Antoinette qu'on a appelée l'Autrichienne continue d'être la reine de France par excellence, comme en témoignent séries et films, gâteaux et robes, donc malgré ce surnom. Et par une ironie de la postérité même, Marie-Antoinette est la seule femme parmi les 10 premières après Jeanne d'Arc à faire partie, je vous le livre en mille, des plus grands Français de tous les temps. Je vous remercie. Merci Catherine de cette présentation magnifique. Alors, c'est à vous de jouer. Quelles sont vos questions? Il y a des micros, je crois, qui vont parcourir la salle pour vous aider. Ah, voilà. Bonjour, merci beaucoup pour votre conférence. Juste une question, est-ce que autour de, enfin après 92, 93, est-ce que ce qu'on n'avait pas à lui reprocher, c'était d'abord de communiquer avec les puissances étrangères, sa correspondance depuis les Tuileries avec sa famille qui s'apprêtait à attaquer la France? Alors, c'est ce qu'on aurait dû lui reprocher, parce que là, il était coupable. Indubitablement, on a des traces que n'avaient pas les révolutionnaires. Ils le soupçonnaient, mais ils n'avaient pas les traces des échanges avec l'étranger. Et ce qui est extraordinaire au moment de son procès, c'est effectivement qu'ils auraient pu tenir une carte maîtresse, et qu'à la place, il y a eu, par exemple, la fausse accusation d'inceste, et ainsi de suite, qui ne tenaient pas du tout. Ou les fausses accusations de faire passer des millions à son frère, et ainsi de suite. Mais il y a indubitablement, vous avez parfaitement raison, communication avec l'étranger, donc quelque chose qui est considéré comme un acte de haute trahison. Marie-Antoinette elle-même ne voyait pas ça comme un acte de haute trahison, mais plutôt comme
une nécessité de survie, je pense à la fin de son séjour aux Tuileries, et avant ça, comme quelque chose de naturel, puisque Marie-Antoinette ne comprend pas ce qui arrive pendant la Révolution essentiellement, puisque pour elle, il y a un ordre des choses. Elle est fille de Marie-Thérèse. Il y a un ordre des choses qui est un ordre des choses décidé par Dieu. Et les monarques sont les représentants de Dieu sur terre, etc. Et donc pour elle, il faut un retour à l'Ancien Régime. C'est ce qu'elle attend. Et donc elle espère aider la France à retrouver un équilibre qu'elle voit essentiellement comme un équilibre sous une monarchie, et la monarchie la plus proche de l'Ancien Régime possible. Autre question, en anglais ou en français? Merci beaucoup. Je peux vous demander, concernant le texte de Madame de Staël, réflexion sur le procès de la reine par une femme, est-ce que ce texte avait été beaucoup lu à cette époque-là? Alors, c'est un texte vraiment intéressant qui sort donc en août 1793, donc avant l'annonce du procès. Un texte rédigé à la hâte. Il y a des phrases mal construites. Faire une analyse logique de certaines des phrases défie l'entendement, mais c'est un texte absolument extraordinaire. C'est un texte visionnaire à certains égards, tout petit. Alors, il a été lu. Est-ce qu'il a été très lu? Je ne le sais pas. En tout cas, il a été lu par certaines personnes, y compris des proches de Germaine de Staël, qui l'ont détesté, parce que c'est un texte qui a un auditoire varié, ou en tout cas qui s'adresse à des personnes, qui a un auditoire souhaité varié, puisqu'il s'adresse aux femmes en leur disant à juste titre, attention, en s'en prenant à la reine, on s'en prend au principe féminin et c'est vous qui allez toutes trinquer. Et on sait qu'il y a effectivement un tour de vis contre les femmes à ce moment-là qui va durer sous Napoléon, etc. Mais il s'adresse aussi, vous l'avez vu, aux révolutionnaires en disant attention, si vous souhaitez une révolution heureuse, vous vous y prenez mal. Mais ce qu'on sait, c'est que le texte donc, est publié sous l'anonyme, donc simplement par une femme. Et il y a un petit avant-propos qui dit mon nom ne peut pas être utile, etc. Donc je ne le donne pas. Mais c'est intéressant de le voir revendiqué par une femme. Et les autorités françaises découvrent très vite que c'est Germaine de Staël qui en est l'auteur et vont aller fouiller à l'ambassade de Suède, puisque le mari de Germaine de Staël, qui à ce moment-là n'est pas en France, est l'ambassadeur de Suède, et au défi donc des accords diplomatiques entre les pays, ils vont aller essayer de fouiller parce qu'ils savent que Germaine de Staël en est l'auteur. Donc c'est un texte qui, je pense, n'a pas été aussi diffusé que Germaine de Staël l'aurait souhaité, mais c'est un texte qui a quand même fait du bruit chez certains. On a des réactions, par exemple, d'Isabelle de Charrière, trouve que c'est un texte aberrant parce que Marie-Antoinette est présentée comme une sorte de républicaine, etc. Comment il s'appelle Axel de Fersen ne l'aime pas beaucoup comme texte non plus. Donc on en parle, mais on en parle peut-être dans un petit milieu politisé et avec des liens à l'étranger. Je ne sais pas. Dans les hauteurs. Merci Katrina pour cette présentation vraiment fascinante. Moi, ma question porte sur la postérité donc, de Marie-Antoinette, sur laquelle vous avez touché un peu à la fin. Et évidemment, on pense au film de Sofia Coppola qui a quand même l'originalité de ne pas représenter justement cette mort. C'est un peu la grande absente du film. Et je pensais aussi à la controverse qui a provoqué le film, l'espèce de culture shock entre la France et surtout les États-Unis, aussi l'Angleterre. Et donc je réfléchissais un peu au fait que Marie-Antoinette représente un peu un point de friction, on dirait, culturel entre ces pays. Et pourquoi, à votre avis, est-ce le cas ?
Alors, je ne sais pas si je la verrais comme point de friction culturelle. Je pense que... je vais vous raconter une anecdote bête, mais David vous a dit que j'avais travaillé sur l'inoculation et à un moment, quand j'habitais en France, j'allais dans les dîners parisiens, on me disait « Ah, vous êtes universitaire, sur quoi travaillez-vous ?» Je disais « Sur l'inoculation » et à ce moment-là, mon voisin, air vague, se disait « Oh la merde, comment je fais pour lui parler ?» Alors que juste après, on me dit, alors sur quoi travaillez-vous? Et je dis sur Marie-Antoinette. 2 réactions. Alors, mes collègues, plutôt bonne gauche dans la tradition universitaire française, ouais, la salope, l'autrichienne, pourquoi tu travailles sur elle? Et les amis, au contraire, plutôt bonne droite, catho, etc. La pauvre petite, c'est terrible ce qui lui est arrivé. Et quand j'ai inclus, puisque j'ai commencé à travailler sur Marie-Antoinette, parce que le film de Sofia Coppola sortait, on m'a commandé un volume bouquin sur Marie-Antoinette. C'est pas du tout moi qui ai choisi, hein, on est venu me chercher. J'ai inclus donc des extraits de différents numéros du Père Duchesne. Alors je vous ai cité juste la fin du Père Duchesne. Et j'ai eu 2 réactions sur mes inclusions du Père Duchesne. L'une d'un copain universitaire qui me dit « Ouais, écoute, hein, t'as vraiment été méchante quand tu l'as présenté, hein, ton intro sur Hébert, là, vraiment, je trouvais que tu allais un peu fort. Hein. » Et la mère d'une amie juriste, spécialiste de propriété intellectuelle, dame très convenable, qui dit « Oh, Catriona, quand même, il n'aurait pas fallu mettre cela dans votre volume. Hein. Vraiment, vraiment, hein, vous auriez pu vous en passer. » Et je crois que Marie-Antoinette continue de déchaîner des passions en France. Et je crois qu'au Royaume-Uni, et plus encore aux États-Unis, et plus encore au Japon, il y a un côté fascination pour l'idole de la mode, pour la femme très représentée. C'est quelqu'un vraiment... Alors, la photo n'existe pas, mais qu'est-ce que ça aurait été à l'heure de la photo? Il y a des portraits à tour de bras de Marie-Antoinette, des portraits authentiques, etc., mais aussi des portraits qui sont des copies de copies de copies. Elle vit à une époque où la gravure se démocratise, et donc on fait circuler, entre autres, je ne vous ai pas montré les caricatures obscènes de Marie-Antoinette, mais ça circule à tour de bras, y compris pour les illettrés, etc. Donc elle est extrêmement médiatisée dès le départ. C'est un personnage très médiatisé. Et je crois que cette médiatisation demeure et qu'elle est traitée différemment selon les pays. Et je pense aussi que la France, alors je vais peut-être me faire des ennemis en disant cela, mais je pense que la France ne s'est jamais remise d'avoir coupé la tête de son roi. C'est bête, mais c'est comme ça. J'étais étudiante en France en 89, et les amis qui avaient des particules, des noms à particules, d'autres leur disaient « Ah ben tu vas voir, hein, 89, à la lanterne, hein, ça va être ton tour », des choses comme ça, qu'on ne dirait pas, enfin d'une assez grande violence, et qui passaient dans des échanges. Et je crois qu'il y a... Et en face, évidemment, il y a ceux qui se réclament, si on veut, du parti qui serait le parti plus traditionnaliste, qui s'inventent des grands-parents nobles, etc. Il y a une prolifération de faux noms nobles en France, et ainsi de suite. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé je pense, dans l'esprit collectif français. Alors que les Britanniques ont tranché la tête de Charles Ier 100 ans plus tôt, et ça n'a pas vraiment laissé de traces dans l'imaginaire. Je ne crois pas de la même manière. Donc je crois, vous avez raison, il y a une vision très différente de Marie-Antoinette qui converge parfois. Hein, dans tout ce qui est... vous faites une exposition Marie-Antoinette, c'est sûr, il y aura du monde. Hein, il y aura du monde pour venir, pour dire qu'est-ce que c'est beau, ou c'est très mal parce qu'ils n'ont pas fait ça. Vous faites un film sur Marie-Antoinette, une série télé sur Marie-Antoinette, n'importe quoi, ça fait vendre. Hein, et ça, les cinéastes et les conservateurs de musées le savent. Hein. Et d'ailleurs, il va y avoir une exposition Marie-Antoinette à Londres. Voilà, à la V&A, bientôt, sur le style Marie-Antoinette.
Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Est-ce que vous pouvez nous dire plus du côté monstre? Enfin, vous avez, je cite, dit Marie-Antoinette, salope autrichienne, voilà. Mais est-ce que, à un moment, vous avez utilisé, je pense, le mot de monstre comme cette image de monstre qui, pour moi, oui, s'accorde à la sexualité non-normative, on pourrait dire, dans Gender Studies. Mais qu'est-ce que ça cache aussi, ce côté monstre? Est-ce qu'il y a cet aspect aussi aujourd'hui, dans le XXIe siècle, et notre image de Marie-Antoinette? Alors, je pense qu'à l'époque, le monstre, c'est une manière de déshumaniser très rapidement Marie-Antoinette. Quelque part de casser cette image de jeune femme belle pour qui on ressent une certaine révérence, un peu de par sa fonction. Et on la transforme en bête cruelle, donc c'est souvent une tigresse, par exemple, c'est la tigresse d'Autriche, avec l'idée qu'elle dépece les hommes, qu'elle s'attaque, qu'elle a des griffes, etc. Il y a une gravure célèbre, c'est la poule d'Autruche ou d'Autriche, avec jeu de mots. C'est une autruche, mais jeu de mots sur le fait qu'elle est autrichienne, et avec un col très long. Il y a son col de grue d'ailleurs qui revient, parfois on l'appelle la grue. Donc c'est un nom qu'on donne aux prostituées, parce qu'elles font le trottoir, elles font le pied de grue. Donc il y a toutes ces images-là qui la rangent, je crois, du côté d'une bête. Et lorsqu'on animalise Louis XVI, on en fait un cochon, très souvent. C'est le bon gros porc. Donc, c'est le type un peu bêta, mais qui ne pense qu'à s'alimenter, parce qu'il a beaucoup grossi à un moment vers la période de la Révolution. Et on le voit aussi, en quelque sorte, en train de s'engraisser sans se préoccuper d'autre chose. Donc, ce sont vraiment deux imaginaires, je pense, assez différents qui se mettent en place. Et après, pour Marie-Antoinette, il y a aussi des créatures fantastiques, harpies femelles, etc. Et là, vous avez parfois des gravures où elle a un corps d'oiseau, où elle a elle est moitié dragon, elle a des cerfs, et ainsi de suite. Mais il y a véritablement toute une série tout un bestiaire de Marie-Antoinette. Encore des questions? J'ai une question Oui, dis-moi. À propos du silence de Marie-Antoinette, parce qu'on a la guillotine qui a voix au chapitre. Chateaubriand se souvient de son sourire. Est-ce qu'il y a des traces de sa voix, ou est-elle totalement condamnée au silence? Alors, elle est en partie. Alors, on a les actes du procès, donc on a ses réponses au procès, par exemple, qui sont transcrites. Et peut-on supposer aussi fidèlement qu'on le fait dans ces cas-là, donc c'est un greffe qui peut se tromper, mais c'est très crédible comme type de réponse. Mais dans beaucoup de pamphlets, soit on lui donne vraiment une voix de personnage excessif, lubrique, etc., qui aura des propos souvent hypersexualisés, soit effectivement elle est plutôt tenue de se taire. Et quelque part, en ne lui donnant pas de voix, on la remet dans son rôle, dans le rôle qui lui incombe, puisqu'elle n'est pas supposée être entendue. C'est comme les enfants victoriens, elle est là pour être vue, mais pas pour être entendue. Donc, Encore une question. Merci beaucoup. Ma question, c'est sur la question de la violence et sur ce que vous venez de dire par rapport à Marie-Antoinette qui n'a pas vraiment voix au chapitre et à la façon dont on la représente et à la façon dont on représente Louis XVI. Alors moi, je ne suis pas du tout une experte de ça, mais bon, j'ai grandi en France, donc j'ai les images, genre Louis XVI il est con et Marie-Antoinette, bon voilà, t'es plutôt de gauche donc on l'aime pas trop. Et mais ce que j'ai trouvé intéressant dans votre présentation, c'est qu'on finalement on parle très peu on a l'idée de la violence du régime, mais après la violence des individus eux-mêmes dans ce rôle-là. Alors après, est-ce que ça a du sens de parler d'individus quand on parle du roi et de la reine de France? Je ne sais pas forcément, mais on ne sait pas trop quand vous avez dit qu'elle ne comprend pas vraiment ce qui se passe avec la Révolution, parce que bon, on devrait retourner à l'Ancien Régime. Et je me demande s'il n'y a pas s'il y a quelque chose là de la violence de ces personnages-là eux-mêmes.
je sais pas, dans leur communication, dans la façon dont ils parlent et dans leurs interactions, du coup, qui à ce moment-là arrivent alors que jusque-là, elles n'existaient pas du tout. Il y a cette espèce d'image complètement fantasmée du roi et de la reine. Et puis, donc, dans ce que vous décrivez avec l'agression et la violence, je sais pas, je trouvais pas qu'il me manquait, mais je m'interrogeais sur eux comme personnes qui existent pour de vrai et quelle violence on peut trouver dans les traces qui restent d'eux, et du roi ou de la reine, enfin de Marie-Antoinette, mais comme apparemment on ne sait pas trop ce qu'elle pensait. Voilà, c'était ça ma question. Alors, on sait jusqu'à un certain point ce que pense Marie-Antoinette, puisqu'on a ses lettres quand même. Donc on sait ce qu'elle écrit. Quand la famille royale arrive à Paris, donc en 1789, ils sont complètement sonnés, hein, ils ne s'y attendaient pas du tout. Et Marie-Antoinette boude à ce moment-là. Elle refuse de sortir, elle ne veut pas aller au théâtre, elle ne veut pas se montrer, etc. Et je crois que le couple royal se comporte comme s'ils étaient prisonniers et du coup, quelque part, acclimate l'idée qu'ils sont prisonniers. Hein, je pense qu'il y a une espèce d'erreur de lecture à ce moment-là et que s'ils avaient continué vraiment de fonctionner comme une cour normale, on aurait pu imaginer un transfert vers une vie de cour plus normale à Paris. Alors qu'il y a une sorte de simulacre qui va se mettre en place, mais qui ne ressemble pas à ce qui se faisait à Versailles complètement. Et les témoignages qu'on a sur Marie-Antoinette sont plutôt... sont de deux ordres. Généralement, la désigne comme plutôt généreuse. Donc c'est quelqu'un, et généreuse d'une manière qui est parfois mal perçue par son propre milieu. Donc elle est du genre à... Vigée Lebrun raconte par exemple qu'elle va peindre le portrait de Marie-Antoinette lorsqu'elle est enceinte. Elle, Vigée Lebrun, est enceinte et elle fait tomber quelque chose. La reine se précipite pour le ramasser, ce qui évidemment ne se fait pas. Il y a toute une série d'anecdotes de ce genre-là qui laissent entendre qu'elle est assez spontanée. Et l'une des choses que vont lui reprocher les classes sociales les plus élevées en France, c'est de choisir ses amis parce que ce sont des gens qui lui sont sympathiques et pas parce qu'elle connaît leur arbre généalogique. Et c'est très mal perçu par certaines vieilles familles. Donc il y a cette image-là, mais il y a aussi une image qui, je crois, est tout à fait exacte on a dit qu'on ne parlait pas de politique aujourd'hui, mais quand même, le fossé qui sépare les élites du reste de la France, elle ne le perçoit pas. Et je crois qu'elle veut être aimée du peuple, que très souvent, elle a des gestes généreux, elle va envoyer de l'argent s'il y a un accident, des choses comme ça, mais ce n'est pas assez. Et elle n'a jamais eu le mode d'emploi, en quelque sorte, si mode d'emploi il y avait. Il me semble que, elle paraît, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle paraît très distante. Et cette distance qui permet, tant qu'on est bien perçu, de vous donner une espèce d'aura mystique et de vous permettre d'être adoré, devient très vite une distance, un fossé qu'on ne va pas vous pardonner. Et je crois que c'est ce qui se passe pour Marie-Antoinette. Thank you. I'd just like to ask about the historiographical dimension of your story, because obviously the craft of history has a kind of set of debates that go on in it, and it has a history in and of itself. And it just seems to me that the kind of telling a story about a person in power, a series of events, it's almost as though this could have been done 100 years ago. And I'm just wondering, is it that this is a female figure? Do you think you're doing feminist history? How do you conceptualize your own practice historiographically, and also kind of, I guess, in disciplinary terms as well? So I don't think this was particularly thought of as a historiographical exercise. It was more thought of as what do you talk to if you have an audience of people who will be specialists of all sorts of things, and what can be of interest to them, knowing that they'll all have different ways of looking at a subject. So that was my sort of initial desire, I should say, rather than anything else.
So I didn't have any particular pretension to add to the historiographical debate, if that's your question. Well, I suppose, I mean, you know, historians are trained in their craft, aren't they? And I'm just wondering, as a professor of French literature, how you conceptualize what it is that you're doing. So I'm, you know, working on Marie Antoinette, and I work generally on texts concerning Marie Antoinette, and I edit a lot of texts concerning Marie Antoinette, which I think is something entirely within the remit of historians of French and specialists of the 18th century. And I'm therefore interested in a lot of other aspects of Marie Antoinette. And as I said, I thought it was a subject which I hoped would be of interest to a wide audience. Thank you.